Satei est un perdant vierge et un gars solitaire jusqu'à ce qu'il soit forcé de sauver le monde. Mais d'abord, il doit épouser et conquérir 5 filles. Un jour, alors que Satei est perché dans un arbre à la recherche d'insectes comme un nerd, un faisceau de lumière soudain le frappe, le faisant embrasser le sol. Confus, il fixe le portail lumineux qui apparaît devant lui. Un vieil homme et une fille mignonne en sortent, laissant Satei se demander s'ils sont des extraterrestres. La fille mignonne lui demande son nom et il se présente nerveusement comme un vierge de 40 ans. Elle se présente comme Chaim et lui conseille de ne parler à personne de ce qu'il a vu. Avant qu'il ne puisse comprendre, elle lance un sort pour effacer sa mémoire et propose ensuite d'être sa fille. Mais, désolé les gars. Je veux dire ami. Pour une raison quelconque, cela donne à Satei l'impression qu'il doit la protéger. Et il sent que cette responsabilité pourrait durer très, très longtemps. 10 ans plus tard, Satei se retrouve à vivre avec Chaim, qui assume déjà des tâches de femme sans qu'ils aient jamais eu de mariage. Un matin, elle le réveille pour le petit déjeuner. Surpris par le repas bien préparé, il demande comment elle a fait si tôt. Elle explique avec enthousiasme qu'elle s'est levée tôt parce que les vacances scolaires commencent ce jour-là. En réfléchissant à leurs 10 ans d'amitié, Satei perd soudain la tête en remarquant que ses melons grossissent. Admirant combien elle a changé depuis qu'elle a commencé le lycée, Chaim le taquine en plaisantant. Ses nouvelles qualités l'ont fait ressortir, ajoutant qu'elle est une princesse. Confus, Satei demande ce qu'elle veut dire puisqu'elle se qualifie ainsi depuis des années. Elle ne répond pas, mais elle se penche vers lui. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, les gars. Elle enlève un grain de riz de son visage, le mangeant d'une manière qui fait fondre chaque sigma. Donc, sa fusée est prête à décoller et ma fusée est prête à décoller. En route pour l'école, Satei, tout en remarquant ses melons, le pendentif en forme d'anneau rebondit sur sa poitrine. Il se souvient qu'elle lui a dit à quel point les anneaux sont importants et comment elle prévoit d'en donner un à la personne qu'elle épousera, quand Chaim lui avait demandé s'il l'épouserait, mais ce mâle Sigma lui a dit non. Mais alors qu'il fixe le pendentif maintenant, Chaim le surprend en train de regarder et écrase ses espoirs en lui disant qu'il n'est même pas en lice pour être son futur mari, plaisantant qu'il est devenu un perdant moche. Ces taquineries le laissent silencieusement déçu. À l'école, Chaim exhibe ses meilleurs résultats aux examens, disant à ses amis que c'est parce qu'elle est une princesse, pas une autre salope moche. Il rit, se demandant quelle princesse elle pourrait bien être. Pendant ce temps, l'ami de Satei, qui ressemble à un singe, se plaint d'être célibataire pendant la pause et taquine Satei en disant qu'il a de la chance de voir Chaim tous les jours. Plus tard, Satei reçoit un message de Chaim l'invitant au festival d'été. Elle lui fait signe, le faisant rougir et se demander si elle l'aime bien qu'il en doute rapidement à cause de sa confiance laide, comme son visage laid. Ce soir-là, Satei se présente en uniforme scolaire et est presque mort de la beauté de Chaim. Alors qu'il se promène dans le festival, elle le taquine en disant qu'il était son héros enfant, mais maintenant un perdant. Plus tard, elle veut une sucette, et les gars, Satei est prêt à baisser son pantalon. Mais elle dit de gagner une peluche pour elle, alors elle aimera sa sucette. Il essaie donc maladroitement de l'impressionner en lui obtenant une peluche, tirant à la James Bond. Il veut juste une peluche, et il est excité. Plus tard, Satei et Chaim se retrouvent dans un endroit tranquille, et ils décident que c'est le moment parfait pour baisser son pantalon. Désolé les gars, je veux dire avouer ses sentiments. Juste au moment où il est sur le point de dire qu'il l'aime, des feux d'artifice l'interrompent. Chaim lui dit alors qu'elle a quelque chose d'important à partager, et il espère qu'elle ressent la même chose. À sa grande surprise, elle révèle qu'elle part le lendemain pour retourner dans le pays de son grand-père, un endroit lointain. Sans voix, Satei la raccompagne chez elle. Elle le remercie pour les souvenirs et rentre rapidement à l'intérieur avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, Satei se demande à propos de son mystérieux pays natal et réalise qu'il en sait moins sur elle qu'il ne le pensait. Soudain, un faisceau de lumière familier apparaît à l'extérieur de sa chambre. Se souvenant du jour où il l'a rencontrée pour la première fois, il se précipite vers la source. À la porte, Chaim se prépare à partir. Satei crie son nom, la suppliant de rester. Elle est surprise qu'il se souvienne de tout et explique qu'elle ne fait pas que déménager. Elle retourne dans un autre monde pour se marier. Le cœur brisé, Satei essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Déterminé à ne pas la perdre, il abandonne son monde et saute dans le portail après elle. Satei se retrouve dans un grand palais où Chaim est sur le point d'épouser un autre. Alors que la cérémonie commence, un monstre abyssal surgit soudainement, visant Chaim. Sa grand-mère révèle qu'il l'avait caché dans un autre monde pour la protéger. Il saute rapidement pour affronter le monstre, mais celui-ci le repousse comme une mouche. Frustré, il dit qu'ils ont vraiment besoin de l'anneau de lumière et lui dit de le donner au prince. Au lieu de cela, Chaim court vers Satu, l'embrasse et lui donne la bague. Son grand-père est choqué, mais le prince l'accepte et remet son épée à Satu. Avec un courage renouvelé, Satu se prépare à affronter le monstre. Le naïf Satu pense que le prince lui a donné l'épée juste pour lui montrer à quoi ressemble une vraie, et il ne sait pas quoi en faire. Alors que l'épée et l'anneau commencent à briller, il charge aveuglément le monstre et, par pure chance, le vainc d'un seul coup.
Tout le monde, y compris Satou, est stupéfait, mais il s'effondre immédiatement après. Le lendemain, il se réveille dans une chambre somptueuse, seulement pour que Haim lui dise que c'est la chambre du couple royal, le laissant sans voix. Elle le taquine à propos de leur baiser et lui demande « Devons-nous continuer après le baiser ?» le mettant encore plus mal à l'aise alors qu'il commence à se demander s'il a d'une manière ou d'une autre fini avec la fille qu'il pensait toujours hors de sa portée. Mais maintenant, elle est prête à être applaudie. Haim explique ensuite qu'elle était censée épouser le prince, mais qu'elle le connaissait à peine et ne voulait pas épouser un étranger. Alors, quand elle a vu quelqu'un de familier, lui, elle l'a choisi à la place. Bien que Satou se sente déçue d'être son choix de secours, elle lui dit qu'elle l'a choisi pour être leur héros. Plus tard, Satou est présenté à la nation comme le héros qui a vaincu le monstre de l'abîme, le roi Anneau et le sauveur du pays. Se sentant comme dans un rêve, on lui demande de faire un discours, mais il crie nerveusement des mots insensés. La foule inutile, tout aussi perplexe, l'acclame bruyamment, l'acceptant comme leur héros. Pendant que Satou prend un bain, il réfléchit à quel point ses choix ont été imprudents. Soudain, Haim apparaît, entrant maladroitement avec ses énormes melons. Mais elle manque de peu de mourir quand il la remarque. Elle explique nerveusement qu'ils sont maintenant jeunes mariés, donc cela ne devrait pas être bizarre, bien que tous deux se sentent mal à l'aise. Ils se retrouvent ensemble dans le bain et Haim, se sentant coupable, admet qu'elle l'a entraîné dans ses problèmes. Elle avoue qu'elle savait que tout cela arriverait quand elle lui a donné la bague. Aveuglé par ses sentiments, Satou la rassure en disant qu'il va bien, prétendant comprendre la situation. Il dit même qu'il ne voit pas d'inconvénient à rester à ses côtés dans ce monde si c'est quelque chose que lui seul peut faire, ce qui la surprend. Ce moment lui rappelle comment il la protégeait des brutes quand ils étaient enfants. Pendant ce temps, Satou n'est plus un Sigma mâle car il essaie de jeter un coup d'œil à ses melons, mais elle se cache rapidement, le prévenant de ne pas le faire. Soudain, une alarme retentit. Satou se lève en panique, révélant involontairement sa sucette à elle. Elle est choquée, pensant « c'est si gros ». Et j'espère, les gars, qu'elle est heureuse après avoir vu ça. L'agitation est due à l'apparition de plusieurs monstres abyssaux, et les soldats supplient le roi de l'anneau de combattre. Satou est confus, ayant pensé que le titre de roi de l'anneau signifiait juste qu'il pouvait applaudir Haim à tout moment. Quand il insiste qu'il ne peut pas se battre, le grand-père de Haim dit froidement que cela n'a pas d'importance tant qu'il porte l'anneau. Réticent mais réalisant la gravité de la situation, Satou attrape une batte à proximité, qui commence à briller. Il dit à Haim que bien qu'il ne comprenne pas grand-chose à ce monde, il fera tout ce qu'il peut, parce que cela signifie clairement beaucoup pour elle. Ému, Haim l'embrasse, renforçant sa confiance, alors qu'il se prépare à affronter les monstres. Alors que Satou combat les monstres de l'abîme, l'un d'eux bloque une petite fille et s'apprête à l'attaquer. Satou apparaît soudainement et tranche la créature en deux, surprenant la fille qui s'enfuit en riant. Satou est choqué d'être encore debout après avoir vaincu 3 monstres, contrairement à avant où il s'était effondré après en avoir vaincu un seul. Le grand-père de Haim explique que le baiser que Satou a partagé avec Haim l'a renforcé, car leur lien en tant que mari et femme alimente l'anneau. Il ajoute que le devoir d'un prince, remplir sa bouche constamment, désolé les gars, je veux dire le devoir d'une princesse, est de fournir de la force à son roi au combat. En réalisant cela, Satou se rappelle maladroitement pourquoi Haim a mis sa salive dans sa bouche plus tôt. Cependant, le vieil homme avertit que la force actuelle de Satou ne durera pas longtemps, donc il est là pour aider. Satou doute des capacités du vieil homme, mais la situation change lorsque le chevalier du roi des abysses apparaît soudainement. En voyant la bague au doigt de Satou, le vieil homme devient visiblement nerveux. Satou remarque que ce chevalier semble bien plus fort que les monstres précédents, mais sa confiance grâce au baiser de Haim le pousse à foncer imprudemment. Avant que le vieil homme ne puisse l'arrêter, le chevalier invoque une puissante rafale de vent, projetant Satou contre un mur et brisant son arme. Satou réalise que la bague vient de le sauver de la mort. Le vieil homme crie à Satou de se dépêcher et ils commencent tous les deux à courir, Satou étant toujours ignorant de ce qui se passe vraiment. Alors que Satou et le grand-père de Haim courent, le chevalier du roi de l'abîme, qui ressemblait à un trou noir, invoque 2 monstres pour les poursuivre. Le vieil homme déplore la puissance du chevalier, disant que cela prouve à quel point l'abîme craint le roi des anneaux. Satou, toujours perplexe, demande ce qu'était cette créature, car elle était bien trop forte pour lui. Le vieil homme explique que c'est un chevalier du roi de l'abîme, un monstre terrifiant qui manie une magie puissante. Satou, surpris d'entendre parler de magie, grogne qu'il pensait que le baiser de Haim le rendrait assez fort pour les affronter. Le vieil homme rejette la plainte, disant qu'ils en parleront plus tard. Sorti de nulle part, le vieil homme exécute un mouvement tout droit sorti d'Avatar, le dernier maître de l'air, en levant un mur de terre massif pour gagner du temps. Satou est choqué, mais leur soulagement est de courte durée car le vieil homme réalise qu'il les a piégés avec Monsieur Trou Noir au lieu de s'échapper. Paniqué, le vieil homme murmure qu'ils sont pris en tenaille, tandis que Satou se demande ce qui va se passer ensuite. Soudain, le prince Mars apparaît, enveloppant Monsieur Trou Noir dans un tissu et l'enflammant. Avec la menace temporairement neutralisée, Mars dit à Satou et au vieil homme qu'une calèche les attend pour les sortir du château. Satou hésite, s'inquiétant pour Haim. Mais Mars lui dit fermement de suivre les ordres et de la lui laisser.
Un peu plus tard, Satou et les autres sont dans une calèche. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas me concentrer. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous n'arrivez pas à vous concentrer. Fuir le château comme des lâches, ce qui pour l'instant est la décision la plus intelligente s'ils veulent éviter un voyage prématuré vers l'au-delà. Satou remercie le prince Mars de les avoir sauvés et le prince se présente comme le deuxième prince de l'empire Endis, un royaume voisin du royaume de la lumière. Satou demande au vieil homme si le château sera en sécurité maintenant. Le vieil homme explique que puisque l'abîme est après le roi des anneaux et ses anneaux, les monstres commenceront à chercher ailleurs, une fois qu'ils réaliseront que Satou est parti. Cependant, il avertit que vaincre les monstres de l'abîme de haut rang sera difficile sans le pouvoir de la lumière. En entendant cela, Satou lui dit que cela signifie qu'il doit être celui qui agit, lui rappelant qu'il fuit parce que Satou n'est pas encore assez fort. Choqué, Satou demande ce qu'il entend par manque de puissance. Le vieil homme explique que l'anneau que Satou possède ne contient qu'une petite partie du véritable pouvoir du roi des anneaux. Pour libérer tout son potentiel, il aura besoin des 4 autres anneaux. Satou, perplexe, demande comment il est censé les obtenir. Le vieil homme révèle que les anneaux sont détenus par 4 autres princesses et Satou devra les épouser pour réclamer les anneaux. Cette révélation laisse Satou stupéfait, tandis que le vieil homme plaisante en disant qu'il vit le rêve ultime, épouser 5 princesses. Haim, cependant, est visiblement mécontent de cela. Ils finissent par atteindre une auberge pour la nuit. Avant d'aller se coucher, le vieil homme décide d'enseigner un peu d'histoire à Satou. Il explique qu'il y a longtemps, le monde a failli être consumé par l'abîme, apportant désespoir et ténèbres à d'innombrables nations. Le roi des anneaux original a créé 5 anneaux imprégnés de magie, de lumière, de feu, de vent, de terre et d'eau pour combattre l'abîme. Après une longue et brutale bataille, il a réussi à vaincre et à sceller le roi de l'abîme. Ensuite, le vieil homme explique que le roi des anneaux original a épousé 5 princesses et que les 5 anneaux ont été transmis à travers leur nation comme symbole de leur lien. Malheureusement, le roi de l'abîme a été ressuscité et regagne en puissance. C'est maintenant le devoir du roi des anneaux actuel d'obtenir les anneaux des 5 princesses et d'utiliser leurs forces combinées pour sceller l'abîme à nouveau. Plus tard dans la nuit, Satou et Haim sont dans la même pièce, tous deux maladroitement gênés par leur nouvelle situation. Soudain, Satou ressent une douleur aiguë à cause de ses blessures précédentes. Haim se précipite à ses côtés et, voyant les blessures, elle se sent coupable et se blâme d'avoir choisi lui comme le roi des anneaux. Submergée, elle sort en courant de la pièce. Satou la suit rapidement, mais la perd de vue. En cherchant, il tombe sur le prince Mars et lui demande s'il l'a vue. Mars dit qu'elle vient de passer et, comprenant la situation, dit à Satou qu'être le roi des anneaux est un lourd fardeau et que le poids de cette responsabilité peut parfois sembler accablant. Satou essaye de minimiser le poids d'être le roi des anneaux, en prétendant que tout va bien, mais le prince Mars voit clair en lui. Mars le remercie d'avoir pris ses responsabilités, choquant Satou. Il admet qu'il est soulagé d'avoir évité cette responsabilité lui-même et félicite Satou d'avoir quitté son monde pour suivre la femme qu'il aime. Satou, sans voix, écoute Mars lui indiquer où se trouve Kaim. Satou se précipite pour la retrouver et en la voyant, il lui avoue son amour, révélant qu'il est venu dans ce monde parce qu'il voulait être avec elle. Surprise, Kaim admet qu'elle ne veut pas que son mari porte seul tous les fardeaux du roi des anneaux. Cependant, elle a décidé de remplir son rôle d'épouse et demande s'il l'acceptera à nouveau comme sa femme. Satou accepte avec joie. De retour dans la chambre, les deux sont d'humeur à casser le lit, mais ils se figent comme au pôle sud, incapables de bouger. Satou, rassemblant son courage, se rapproche et pousse doucement Shaim vers le bas. Je pense, les gars, que cette fois nous devons voir un développement de l'intrigue. Juste au moment où il est sur le point de faire le premier pas dans cette guerre, quelque chose semble étrange. Il s'arrête et se retire, laissant Shaim perplexe. S'attendant à une explication sérieuse, elle est déconcertée lorsque Satou dit que leur premier moment ensemble devrait être plus spécial. Elle le fixe, se demandant s'il est l'homme ou non, pensant qu'elle choisit peut-être un idiot de Ring King. Le lendemain matin, Satou et Shaim rencontrent le vieil homme, visiblement déçu qu'il n'ait rien fait la nuit dernière, les embarrassant tous les deux. Le vieil homme lui rappelle que les développements de l'intrigue sont ce qui donne au Ring King sa véritable force, l'exhortant à mieux utiliser son pénis. Désolé les gars, je veux dire, mieux utiliser son magnum. Le prince Mars apparaît avec des vêtements de voyage et quelques protections pour Satou, et lui et le vieil homme les informent que leur prochaine destination est le village caché des elfes, Ronka. Satou est surpris et le vieil homme explique que l'anneau du vent est transmis par la famille royale elfique. Sur leur chemin vers Ronka, ils rencontrent le mur de tempête, une barrière de tempête magique qui empêche les étrangers d'entrer. Alors qu'ils naviguent à travers la tempête, une grande bête apparaît soudainement, effrayant Satou. Il panique, pensant que c'est un monstre des abysses, mais le vieil homme dit calmement que c'est juste un ours.
Se sentant plus courageux, Satou s'approche pour le caresser, mais l'ours les poursuit immédiatement. Alors qu'ils fuient, ils atteignent un point où leurs seules options sont de traverser le mur de tempête pour entrer dans le village des elfes, ou de laisser l'ours les attraper. Juste au moment où l'ours est sur le point d'attaquer, un groupe d'elfes apparaît et les sauve. Les elfes demandent pourquoi ils sont venus dans leur village, et Satou déclare fièrement qu'il est le roi de l'anneau et qu'il est là pour rencontrer la princesse elfe. Surpris, les elfes admettent avoir entendu des rumeurs sur le retour du roi des anneaux et acceptent de les emmener à elle. Cependant, ils se préparent discrètement à ce que les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Le groupe est autorisé à entrer dans la nation elfique et se dirige directement vers le palais pour rencontrer la princesse elfe. La princesse elfe, qui est occupée avec 39 autres dans sa chambre, je veux dire, les gars, manquant de confiance en son apparence, se cache maladroitement lorsque Satou arrive. Essayant de détendre l'atmosphère, Satou déclare audacieusement qu'il est le héros d'un autre monde, la surprenant. Gênée, elle demande nerveusement s'il a embrassé Shaim depuis leur mariage. Je pense, les gars, cette garce veut son sucette. Submergée par l'idée d'échanger de la salive, elle court à l'intérieur pour vomir, laissant tout le monde se demander quel genre de princesse c'est. Et les gars, que pensez-vous de ces princesses? Soudain, un elfe plus âgé et intimidant sort de l'ombre. Il se présente comme Jade, le fils aîné de l'ancien roi des ailes, et le frère aîné de la princesse timide, Néphritas. Il avertit qu'obtenir l'anneau du vent d'elle ne sera pas facile. Lorsque Satou demande qui il est, Jade confirme son identité et, réalisant que Satou est le roi des anneaux, ordonne à ses soldats de le détenir. Satou est traîné dans une cellule, laissant les autres en tant qu'invité d'État. Confus, Satou se demande ce qu'il a fait de mal. Jade lui rend visite dans la cellule et explique que sa sœur est extrêmement délicate et timide. Satou est d'accord, disant qu'elle semblait assez immature, ce qui agace Jade, qui la défend avec colère. Il la qualifie d'ange et explique que sa timidité vient du fait qu'elle quitte rarement le palais, ou même leur nation. Il révèle que Néphritas n'a que 54 ans, trop jeune pour se marier selon les normes des elfes, ce qui choque Satou. Jade insiste sur le fait que Satou doit attendre patiemment qu'elle grandisse, estimant que cela prendra environ 80 ans de plus. Satou, horrifié, crie qu'il sera mort d'ici là, mais Jade rejette froidement ses protestations, ne montrant aucune préoccupation pour la durée de vie humaine de Satou. Alors que Jade sort de la prison, un de ses assistants lui demande s'il est certain de sa décision. Jade répond froidement qu'il ne se soucie pas du roi des abysses, affirmant que la nation est protégée tant que le mur de tempête tient. Il ajoute que la seule chose qui compte vraiment est de protéger l'anneau du vent, qui alimente le mur et assure leur sécurité. 3 jours plus tard, Satou est toujours enfermé, réalisant que ce n'est pas une sorte de blague. Alors qu'il rumine sa situation, une femme mystérieuse et séduisante apparaît soudainement dans sa cellule, le choquant. Avant qu'il ne puisse réagir, elle le plaque au sol, lui disant qu'elle veut un tour. Mais avant cela, elle demande pourquoi il est si déterminé à rassembler les 5 anneaux. Satou serre les poings et répond que tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie de couple heureuse avec Hime, ce qui l'amuse. Elle rit, le traitant de bizarre, et se moque de lui pour vouloir utiliser l'immense pouvoir des anneaux pour une seule femme. La femme ouvre alors une porte cachée et l'incite à la suivre, laissant Satou stupéfait. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle l'aide, elle explique qu'elle est responsable de superviser l'avenir de Ronka et qu'elle croit qu'il est le seul capable de s'opposer au roi des abysses. Elle révèle également que Jade le sait mais l'a emprisonné quand même pour donner la priorité au mur de tempête. Satou la suit jusqu'au temple du vent où l'anneau du vent est gardé. En voyant la statue tenant l'anneau, Satou est stupéfait. La femme explique que c'est la régalia du vent, l'un des anneaux de pouvoir. Elle ajoute que Néphritis aurait dû l'hériter, ce qui choque Satou. Submergé, il envisage immédiatement de laisser une protestation pour la justice de Néphritis afin de s'assurer qu'elle revendique son héritage légitime. Alors que Satou et l'aîné examinent le temple du vent, ils aperçoivent soudain quelqu'un titubant dans le temple, les incitant à se cacher rapidement. À leur surprise, la silhouette s'avère être Néphritis. Elle s'agenouille devant les statues de ses parents et promet de ne jamais quitter la nation pour suivre le roi des anneaux. Satou, trouvant cela ridicule, marmonne que prier des statues est inutile et dit que cette garce est vraiment folle. L'aîné le corrige, expliquant que ce ne sont pas juste des statues, ce sont ses parents pétrifiés. Même après la mort, ils utilisent le pouvoir de l'anneau du vent pour maintenir le mur de tempête protecteur autour de la nation. Choqué, Satou halète, faisant accidentellement un bruit qui révèle leur cachette. Paniqué, il commence à imiter des sons d'oiseaux pour le dissimuler. Mais l'aîné le traite immédiatement de « tête », lui rappelant qu'il n'y a pas d'oiseaux dans le temple du vent. Néphritis les remarque et les interpelle. Satou, dans un dernier effort désespéré, se révèle comme le roi des anneaux, ce qui l'a fait s'évanouir sur le coup. Entendant le vacarme, un garde à l'extérieur s'inquiète et demande ce qui se passe avec la princesse. L'aîné dit rapidement à Satou qu'il est temps de partir et lui ordonne d'emmener Néphritis, le choquant. À contre-cœur, Satou la porte alors qu'il s'échappe du temple.
Peu après leur départ, un garde exceptionnellement laid entre dans le temple et réalise que Néphritis a disparu. Alarmé, il se précipite pour informer Jade, qui s'inquiète immédiatement et commence à chercher sa sœur. L'ancien emmène Satu et Néphritis inconscientes dans une pièce cachée. Tandis que Néphritis est encore inconsciente, l'ancienne dit à Satu que bien que la princesse elfe semble timide, elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle lui conseille d'être un peu assertif pour la convaincre de renoncer à l'anneau, car elle pourrait avoir besoin d'un coup de pouce. L'aîné le laisse alors seul avec Néphritis. Satu, ne sachant que faire, s'assoit simplement de manière maladroite jusqu'à ce que Néphritis reprenne conscience. Dès qu'elle le voit, elle panique, devient effrayée et vomit à nouveau par pure anxiété. Pendant ce temps, Jade visite la cellule de Satu, seulement pour la trouver vide. Réalisant l'évasion de Satu, il suppose immédiatement que le roi des anneaux est derrière la disparition de sa sœur. Furieux, il se prépare à agir lorsque l'aîné apparaît et l'informe que le roi des anneaux s'est enfui avec la jeune fille de l'anneau du vent. Jade est horrifiée, craignant que sa sœur ne dise plus qu'elle l'aime. L'aîné réprimande sévèrement Jade, soulignant que ses actions n'ont jamais été dans l'intérêt de Néphritis. Jade accepte à contre-cœur, admettant que l'anneau du vent reste avec leurs parents pétrifiés, protégeant la nation. Il soutient que Néphritis n'a pas besoin d'hériter de l'anneau. Toujours déterminé à reprendre le contrôle, Jade déclare qu'il fera fouiller les quartiers de Néphritis immédiatement. Pendant ce temps, Satu et Néphritis discutent de manière préliminaire, se posant des questions au hasard. Elle lui demande comment est son monde, et il lui dit qu'il est paisible, pas l'endroit terrifiant qu'elle avait imaginé. Curieuse, elle demande s'il y a des elfes dans son monde. Il répond non, et demande si elle s'intéresse à son monde. Elle admet que oui, mais dit qu'elle a peur de quitter le palais. À la place, elle lit les livres que l'aîné lui apporte, ce qui lui permet d'imaginer à quoi ressemble le monde extérieur. En entendant cela, Satu partage qu'il ressent la même chose d'une certaine manière. Il n'est pas venu dans ce monde à cause de pouvoirs spéciaux ou de destin. Il est venu parce qu'il ne voulait pas être séparé de la femme qu'il aime. Il l'encourage en disant que faire un acte de foi a mieux fonctionné qu'il ne l'avait prévu. Cela excite Néphritis et elle lui montre avec enthousiasme de gros canons, le mettant dans l'embarras avec ses canons. Satu demande alors pourquoi elle n'a jamais quitté le palais si elle est si intéressée par le monde extérieur. Elle se tait un moment, visiblement mal à l'aise. Juste au moment où elle s'apprête à répondre, la voix de Jade les interrompt de l'extérieur, l'appelant. Satu enfile rapidement une chemise et la rassure en lui disant qu'il ne la forcera pas à l'épouser juste pour récupérer les bagues. Il lui dit qu'elle est libre de faire ses propres choix. Quelques instants plus tard, ils sortent, seulement pour être confrontés à Jade, qui perd immédiatement son sang-froid en les voyant ensemble. Néphritis défend Satu, disant qu'il n'est pas l'homme qu'il pense, mais Jade l'ignore. Il lui rappelle les promesses qu'ils ont faites à leurs parents, la pressant de se soumettre à lui. Submergé, Néphritis cède au grand désarroi de Satu, tandis que Jade commence à énumérer les offenses de Satu avec une fureur croissante. L'aînée intervient soudainement, prenant la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Elle dit sévèrement à Jade que la façon dont il a traité le roi des anneaux est inacceptable. Elle annonce qu'elle prendra désormais en charge Satu. Jade accepte à contre-cœur, mais les avertit de ne plus jamais se présenter devant Néphritis. Plus tard, alors que Satu et Shimi parlent, l'aîné se présente comme Peridot, la plus vieille elfe de Ronka. Shim se présente poliment, mais Satu va droit au but, demandant si les parents de Néphritis ont quelque chose à voir avec son état actuel. Peridot décide de partager l'histoire de Ronka et l'origine du mur de tempête. Elle explique que la mère de Néphritis et Jade n'était pas censée hériter des anneaux à l'origine. Elle avait une sœur aînée, l'héritière légitime. Selon la tradition elfique, les princesses devaient épouser quelqu'un du village pour s'assurer que les anneaux restent dans la nation et protègent son peuple. Cependant, l'aînée des princesses est tombée amoureuse d'un voyageur humain. Cela a provoqué un tollé parmi les elfes qui craignaient que si le voyageur recevait l'anneau, il pourrait l'emporter hors du village. Les rumeurs et la paranoïa ont grandi, se solidifiant finalement en hostilité envers le voyageur. Plus les elfes s'opposaient à la relation, plus l'amour de la princesse pour le voyageur devenait fort. Mais un jour, le voyageur a disparu, soit chassé par les villageois, soit forcé de partir pour protéger les anneaux. Les villageois étaient soulagés, mais la princesse aînée était dévastée. Son désespoir se transforma en colère, et elle jeta une malédiction sur le village avant de partir. Les elfes vivaient dans la peur constante de sa vengeance. Finalement, les parents de Néphritis et Jade héritèrent des anneaux, mais eux aussi étaient hantés par la peur persistante de la malédiction. Pour protéger la nation d'un danger potentiel, ils utilisèrent le pouvoir des anneaux pour créer le mur de tempête. Cette barrière magique protégeait le village, mais au prix de leur vie. Avant leur sacrifice, la mère de Néphritis fit promettre à elle et Jade de ne jamais s'aventurer au-delà du mur, scellant ainsi leur destin et laissant la nation isolée jusqu'à ce jour. Peridot conclut en disant que cette histoire est à l'origine de l'état actuel de la nation et des peurs de Néphritis. Suite à l'histoire de Peridot, Alabaster suggère qu'ils abandonnent l'idée d'obtenir l'anneau du vent pour l'instant, choquant Satu.
Ils protestent, leur rappelant que les forces du roi de l'abîme pourraient avancer pendant qu'ils parlent. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de retarder Aronka plus longtemps. Peridot le rassure en disant qu'il n'abandonne pas complètement l'idée de l'anneau, mais que Satu doit se concentrer sur l'obtention des autres anneaux rapidement, car il est encore trop faible pour gérer la situation actuelle. À contre-cœur, Satu accepte, bien qu'il reste préoccupé par Néphritis. Le groupe se prépare à partir, Jade exprimant sa satisfaction que l'ancienne et poussiéreuse histoire du roi des anneaux soit enfin laissée derrière. Une histoire si ancienne que même les elfes, qui vivent longtemps, doutent de sa véracité. Cependant, leur conversation est interrompue lorsqu'un serviteur entre précipitamment, paniqué, rapportant que des monstres de l'abîme ont franchi le mur de la tempête. Les elfes, connus pour leur fierté en leur barrière magique, sont stupéfaits. Le serviteur continue, expliquant qu'un monstre puissant a créé un trou dans le mur et envoie des monstres subordonnés envahir le royaume comme s'il s'agissait d'un buffet à volonté. Alors que Satu et son groupe quittent la ville, ils voient d'innombrables monstres affluer et se diriger vers le palais. Alabaster déclare immédiatement qu'ils doivent faire demi-tour pour protéger les anneaux. Sans hésitation, il embrasse Satu, lui donnant de l'énergie pour la bataille imminente. Alors que les monstres ravagent le royaume, Peridot confronte Néphritis, l'exhortant à agir. Néphritis, submergée par la peur et la culpabilité, refuse de quitter sa chambre, disant qu'elle a promis à sa mère de rester en sécurité dans le palais. Frustrée, Peridot lui dit que si elle reste inutile à la nation, elle pourrait aussi bien se transformer en pierre, ébranlant encore plus la détermination de Néphritis. Pendant ce temps, M. Halloween infiltre le temple du vent et tente de s'emparer des anneaux. Jade le confronte, lançant une attaque, mais le chevalier le repousse facilement comme un insecte. Réalisant la force de son adversaire, Jade refuse de reculer, jurant de protéger l'héritage de ses parents. Le chevalier, peu impressionné, décide d'envoyer Jade rejoindre ses parents dans la mort, déclenchant une attaque dévastatrice. Cependant, Alabaster apparaît juste à temps, bloquant le coup avec son bâton magique et sauvant Jade. Jade, stupéfait, demande à Satu pourquoi ils sont revenus. Satu répond audacieusement « On vient de te sauver la mise, mec » et déclare que cette fois, il a le pouvoir de vaincre le chevalier. Lars avertit Satu d'être prudent et d'éviter l'imprudence car le roi des anneaux est irremplaçable. Ignorant de la prudence, Satu charge le chevalier avec son arme lumineuse tandis qu'Alabaster fournit un soutien magique. Malgré leurs efforts combinés, le chevalier se révèle extrêmement puissant, écartant leurs attaques avec aisance. Se moquant de Satu, le chevalier le traite de faible imbécile qui pense pouvoir gagner en débitant des discours de motivation vides. Observant la bataille, Jade admet sombrement qu'ils sont trop faibles pour contrer toute la magie du chevalier et qu'ils mènent un combat désespéré sans aucune chance de victoire. Cependant, dit à Jade que Satu sait déjà que les chances sont contre lui, mais il se bat toujours pour protéger Néphritis. Inspiré par la détermination de Satu, Jade se lève, déclarant qu'il protégera aussi sa sœur parce que c'est le but pour lequel il vit depuis qu'ils ont prêté serment à leurs parents. Pendant ce temps, Satu reçoit un autre coup dévastateur du chevalier. Renversé et se sentant honteux, il murmure à lui-même qu'il pensait faire mieux cette fois. En observant sa lutte, Haim réalise que son baiser seul ne suffira pas à l'aider à gagner cette bataille. Alors, Haim sort immédiatement du temple du vent et se dirige vers la chambre de Néphritas. Pendant ce temps, Alabaster suggère qu'il se retire, mais Satu répond fermement qu'ils ne peuvent pas abandonner le temple. Ils doivent empêcher le monstre de prendre les anneaux du vent. Peridot se précipite dans le temple pour annoncer que Haim est parti invoquer Néphritas, ce qui choque Satu. Elle explique que Haim le fait par souci pour lui. Peridot fait ensuite face au chevalier de l'abîme qui a patiemment attendu qu'il finisse de parler. Pendant ce temps, Haim se tient devant la porte de Néphritas et lui dit sans détour d'épouser Satu, laissant Néphritas stupéfaite. Haim continue, lui rappelant que ses parents ont sacrifié leur vie pour la protéger, elle et les anneaux, créant la barrière de vent pour sauvegarder la nation. Haim reconnaît que c'est un lourd fardeau à porter, mais insiste sur le fait que Néphritas, en tant qu'héritière, doit assumer la responsabilité. Elle admet qu'elle a aussi été impuissante autrefois, incapable de faire autre chose que de compter sur les autres pour la protéger. Néphritas, toujours hésitante, répond qu'elle n'est pas comme Haim et croit que ses parents se sont sacrifiés pour la protéger de l'héritage de l'anneau. Haim rétorque en lui disant de ne pas gâcher le sacrifice de ses parents et que tout le monde se bat pour les anneaux et la nation. Ils ont besoin qu'elle rejoigne aussi le combat. Néphritas objecte à nouveau, affirmant que les autres ne font que remplir les responsabilités de ceux qui portent les anneaux. Haim explique alors avec passion que Satu ne se bat pas par devoir. Il se bat parce que c'est la maison de Néphritas, et il se soucie d'elle. Elle loue Satu comme quelqu'un de gentil et prêt à tout risquer pour protéger ceux qui lui sont chers, même si cela pourrait lui coûter la vie. Submergé, Haim commence à pleurer, suppliant Néphritas d'épouser Satu parce que Haim seul n'est pas assez fort pour le renforcer. Choqué et ému, Néphritas ouvre lentement la porte.
5 minutes plus tard, Haim et Néphritas arrivent au temple du vent avec une énorme masse, laissant tout le monde perplexe. Sans explication, ils se précipitent vers la statue tenant les anneaux du vent et la brisent en morceaux, choquant Jade. Le chevalier de l'abîme observe sans intervenir, tandis que Néphritas ramasse les anneaux de vent, court vers Satou et l'embrasse, lui donnant un anneau tout en portant l'autre. La barrière de vent disparaît instantanément, laissant tout le monde stupéfait, et Jade panique à propos de l'avenir de la nation. Néphritas le rassure et entrelace ses doigts avec ceux de Satou, combinant les pouvoirs des anneaux de lumière et de vent pour libérer une énorme explosion d'énergie qui élimine les monstres. Le chevalier de l'abîme rugit de douleur alors que Satou charge, esquivant sa magie du vent et poignardant le masque d'Halloween sur son visage, le fissurant. L'effort l'épuise, et il s'effondre immédiatement. Ensuite, Satou se réveille pour se retrouver entouré de 2 anges qui lui sucent la bite. « Désolé les gars, je veux dire qu'il se souvient qu'il est maintenant marié à L2. » Alors, il leur dit « Faisons un plan à 3. Mais Satou est moins chanceux que vous. » Alors, un étranger entre pour le remercier d'avoir sauvé Ronka, le laissant perplexe. Alabaster révèle qu'il s'agit de la princesse Smaragdi, la sœur aînée de l'ancienne reine de Ronka, qui s'est enfuie après avoir jeté une malédiction sur le royaume. Choqué, Satou demande ce qu'elle fait là, et Peridot explique que Smaragdi était celle derrière le masque d'Halloween, le choquant encore plus. Peridot révèle que Smaragdi avait été corrompu par un anneau sombre manipulé par le roi des abysses, ce qui a conduit à ses actions. Satou, encore en train de tout assimiler, demande s'ils savent quelque chose de concret sur le roi des abysses. Peridot explique qu'après la bataille légendaire avec le roi des anneaux, le roi de l'abîme a perdu son corps et son âme a été scellée à Vannes. Alabaster ajoute que bien que personne ne l'ait vu, ses sbires continuent d'attaquer, et ses anneaux noirs donnent naissance au chevalier de l'abîme. Déterminé à aller de l'avant, Satou tente de se lever et de commencer à obtenir les anneaux restants, mais il est trop faible pour se tenir debout. Peridot lui rappelle qu'il aurait pu mourir s'il était un roi normal sans le pouvoir des 2 anneaux, qu'il n'a réussi à obtenir qu'avec l'aide des 2 princesses, ce qui le surprend. Néphritis suggère immédiatement qu'ils se détendent et continuent leur trio dans la source chaude du palais pour l'aider à récupérer plus vite. Après cela, alors qu'ils prennent une douche, Néphritis demande timidement à Haim comment elle peut se comporter comme une épouse convenable. Haim répond en plaisantant, en lui faisant une bonne fellation. Soudain, Peridot apparaît, sa présence toujours aussi imposante, et exige qu'ils fassent une démonstration pour qu'elle puisse évaluer leurs compétences en fellation, laissant Satou et les princesses presque quitter ce monde. Essayant de rassembler du courage, Néphritis s'approche de Satou, ayant l'intention d'initier un certain développement. Cependant, Satou, submergé et rougissant furieusement, l'arrête, déclarant qu'il ne veut pas qu'elle se sente obligée de faire quelque chose pour lequel elles ne sont pas prêtes. Plus tard dans la nuit, Smaragdi rencontre Alabaster et lui demande s'il sait quelque chose sur son amant perdu depuis longtemps. Il lui donne un pendentif qui lui appartenait, expliquant que son amant est parti parce qu'il ne pouvait pas supporter de l'avoir ostracisé pour être avec lui. Le lendemain, Satou et son équipe, accompagnés de Néphritis, partent pour le royaume suivant. Pendant ce temps, Smaragdi entend le nom Alabaster dans une conversation avec Peridot et réalise que le sage qui voyage avec eux est son amant perdu depuis longtemps. Plus tard, Haim trouve Satou et Néphritis dans une position que je ne connais pas les gars. Dites-le moi dans les commentaires. Apparemment sur le point de secouer le lit et crie de déception, affirmant qu'elle devrait être à la place de Néphritis. Elle se réveille soudainement dans une forêt, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Elle voit Satou servir de la nourriture à Néphritis et s'assoit, s'attendant à ce qu'il la serve aussi, mais est choquée quand il lui dit de se servir elle-même. Pendant ce temps, Mars demande à Alabaster vers quelle nation de l'anneau il se dirige ensuite, et il répond qu'il prévoit d'aller au pays de l'eau, la nation des Dragonfolk, ce qui excite Mars. Néphritis se brûle la bouche avec de la nourriture chaude, et Satou s'occupe immédiatement d'elle, rendant Haim jalouse en remarquant à quel point ils se sont rapprochés. Agacée, elle s'en va en trombe, mais Satou la poursuit rapidement. Soudain, ils entendent un bruit étrange et se tournent pour voir un bâtiment se matérialiser devant eux. Alors que Satou essaie de comprendre, il réalise que ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une ville entière en mouvement, le laissant sous le choc. Alabaster, cependant, devient excité et remarque qu'il n'aurait jamais pensé qu'il le rencontrerait ici, ce qui déroute les autres. Il explique que c'est le pays du feu, terre des chevaliers errants et des hommes-chats, ce qui choque encore plus Satou, qui n'arrive pas à croire que cette ville en mouvement est en réalité une nation. Alabaster déclare alors que, malgré leurs plans initiaux, ils doivent saisir l'opportunité de récupérer l'anneau de feu de la princesse de la nation, suggérant que le pays de l'eau peut attendre. Cette décision déplaît visiblement à Mars, et Satou le remarque, se demandant pourquoi Mars est si impatient de visiter le pays de l'eau. Satou demande comment ils sont censés monter à bord de la ville en mouvement, et Alabaster appelle immédiatement, demandant la permission de monter à bord. Une longue échelle étroite est lancée, mais Néphritis, voyant la hauteur, prend peur et suggère de faire demi-tour.
Satu la rassure comme le parfait gentleman qu'il est et propose de l'aider à monter l'échelle. Alors qu'ils commencent à grimper, Satu, placé derrière Haim, se retrouve accidentellement à apprécier la vue, que vous ne pouvez pas regarder ici. En montant à bord de la ville en mouvement, Néphritis est émerveillé par la vue des gens animés et de la culture vibrante, exactement comme ses livres avaient décrit le pays du feu. Alabaster explique que les gens chats ont perdu leur patrie à l'époque du premier roi de l'anneau. Alors ils ont construit leur capitale sur des roues, créant ainsi une nation itinérante. Il ajoute qu'ils sont devenus les chevaliers les plus puissants du monde, transformant la ville mobile en le marché itinérant le plus sûr où les voyageurs peuvent trouver toutes sortes de marchandises à chaque passage. Il propose ensuite de commencer par demander une audience avec la Vierge de l'Anneau de Feu, mais remarque rapidement que Néphritis et Haim ont disparu. Les deux filles, fascinées par les paysages, s'éloignent, pensant que Satu et les autres les suivent. Lorsqu'elles réalisent qu'elles se sont séparées du groupe, Néphritis panique, ne sachant que faire, mais Haim essaie de la calmer. Une fille chat amicale remarque leur détresse et propose de les aider, les dirigeant vers l'arène, le monument le plus important de la ville, où il sera plus facile de retrouver leurs amis. Pendant ce temps, Satu, inquiet que ses deux épouses soient portées disparues avant même qu'il ne les ait applaudis, commence à paniquer. Alabaster lui assure que la ville est incroyablement sûre et insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul endroit logique où les filles auraient pu aller. Alors qu'ils continuent à chercher, Satu remarque quelques jolies filles chats qui regardent leur groupe et commence à se demander à quel point l'endroit est vraiment sûr. Mars explique que les gens chats valorisent la force par-dessus tout, ce qui amène Satu à supposer que les filles admirent sa force supposée. Cependant, sa confiance en prend un coup lorsque les filles chats s'approchent de Mars à la place, commentant sa posture forte et l'invitant à prendre le thé et peut-être plus. Mars leur dit modestement que Satu est en réalité plus fort, mais les filles chats rient, pensant qu'il plaisante et complimentant son sens de l'humour, ce qui blesse encore plus l'ego de Satu. Mars, imperturbable, demande aux filles comment rencontrer la princesse du pays, les choquant car elles interprètent sa question comme une tentative de cours, laissant Satu perplexe face à leur réaction. Pendant ce temps, Néphritis et Chaim profitent de l'exploration de la ville et de l'atmosphère animée, en attendant que Satu et les autres arrivent à l'arène. Néphritis dit à Chaim qu'elle la voit, elle et Seydu, comme étant semblables, ce qui la surprend. Elle explique que leur gentillesse lui donne l'impression d'être prise en charge par ses parents quand elle est avec eux. Chaim, choqué, rejette immédiatement cela comme ridicule, soulignant que Néphritis est assez âgée pour être sa grand-mère. Embarrassée, Néphritis s'excuse d'avoir involontairement monopolisé l'attention de Satu, reconnaissant que cela a dû rendre Chaim jalouse. Chaim essaie de le nier, mais Néphritis insiste, l'embarrassant davantage alors qu'elle admet timidement que c'est vrai. Néphritis dit alors que cela prouve que Chaim aime vraiment Satu, contrairement à elle, qui sent que ses sentiments ne sont pas encore aussi forts, bien qu'elle l'admire profondément. Leur conversation est interrompue lorsqu'un homme laid est renversé devant eux, révélant que la princesse du feu l'a battu dans un combat. Satu, Mars et Alabaster arrivent à l'arène où ils découvrent que la princesse du feu défie et bat les prétendants qui souhaitent la courtiser. Satu regarde avec stupeur la princesse vaincre impitoyablement un autre homme, réalisant qu'il est dans un sérieux pétrin. La princesse remarque les bagues de Satu et l'identifie immédiatement comme le roi des anneaux, déclarant que s'il veut l'épouser, il doit prouver qu'il est plus fort qu'elle. Encore en train de digérer ces mots, Satu hésite, mais la princesse le charge et le renverse avec 2 coups rapides. Satu est allongé sur le sol, abasourdi, tandis que la princesse exprime sa déception, le traitant de faible et doutant de sa capacité à combattre les monstres de l'abîme. Elle lui dit de revenir un autre jour s'il veut la défier à nouveau. Le lendemain, Satu commence à s'entraîner avec Mars, qui expose à plusieurs reprises à quel point il est faible. Après un autre tour d'entraînement, Mars propose une pause, et pendant qu'il mange, un serveur bavard explique que le mari de la princesse de feu doit être assez fort pour la battre en combat. Il ajoute qu'aucun des hommes de leur nation, lui inclus, n'a été capable de répondre à ces critères. C'est pourquoi elle a commencé à chercher des prétendants à travers le monde. En entendant cela, Satu se demande s'il a même une chance de la vaincre. Alabaster lui dit immédiatement de ne pas envisager cette idée avec ses compétences actuelles en épée. Frustré, Satu demande pourquoi il s'entraîne du tout s'il n'a aucune chance. Alabaster lui rappelle les anneaux sur sa main, choquant Satu. Il se demande si utiliser la magie est juste, et le serveur bavard répond que la magie fait autant partie de la force d'un combattant que la puissance physique. Alabaster explique que la magie des anneaux est d'un autre niveau, et si Satu peut l'utiliser efficacement, il pourrait avoir une réelle chance de gagner. Plus tard, Satu regarde la princesse du feu vaincre un autre challenger d'un seul coup, sombrant davantage dans le désespoir alors que sa confiance s'effondre. Il s'assoit seul, ruminant sur sa situation pathétique, jusqu'à ce que Chaim apparaisse pour le réconforter, posant sa tête juste en dessous de sa poitrine pour le motiver. Peu de temps après, il est convoqué pour un entraînement magique avec Alabaster. Après la séance d'entraînement, Satu se rend au spa pour un gommage.
En attendant son tour, il discute avec Mars, qui partage des histoires sur son empire. Satou demande à Mars s'il pense qu'il aurait pu gérer la princesse de feu s'il avait été le roi de l'anneau. Mars le surprend, en admettant qu'il n'est pas assez fort pour la battre dans un combat en tête-à-tête non plus. Alors qu'il parle, une fille s'approche et demande s'ils aimeraient un gommage. Satou, pensant qu'il pourrait avoir de la chance. Mais les gars, j'ai déjà dit qu'elle a moins de chance que vous, seulement pour être horrifié quand Hulk l'attrape pour le frotter. Après avoir enduré le frottement intense, Satou est surpris de voir la princesse du feu, Granart, entrer dans le spa. Elle s'approche de lui avec confiance, mettant en avant sa poitrine et lui demande de la frotter. Satou, embarrassé et presque en train de s'évanouir, bégaye qu'il n'a jamais touché une femme avant. Granart écarte son hésitation, disant que s'il ne peut pas la vaincre dans un combat, il pourrait aussi bien mettre ses mains à bon usage. À contre-cœur, Satou commence à la frotter, tandis qu'elle partage nonchalamment ses frustrations à propos de combattre constamment des adversaires faibles. À sa grande surprise, elle propose alors de le soutenir, expliquant que c'est le devoir d'une princesse de l'anneau d'aider le roi de l'anneau. Elle propose même de le laisser la vaincre pour obtenir l'anneau, lui donnant un accès complet à tous ses complots, laissant Satou complètement stupéfait. Cependant, Satou dit à Granart de ne pas lui faciliter la tâche, jurant de gagner le combat pour de vrai. Elle sourit et l'encourage à faire de son mieux. Déterminé, Satou commence à s'entraîner plus dur que jamais. En se poussant à bout, il décide d'arrêter de se concentrer uniquement sur la force physique et prévoit plutôt de compter sur le pouvoir des anneaux. Le lendemain matin, Satou se réveille en se sentant étonnamment rajeuni. Alors qu'il s'étire, il est surpris lorsque Néphritas surgit soudainement dessous sa couverture. Choqué, il demande depuis combien de temps elle est là et elle répond avec désinvolture qu'elle est là depuis le début. Elle vérifie son état et explique que le pouvoir des anneaux aide aussi à guérir son corps. Néphritas demande alors s'il a travaillé si dur pour Granart, et Satou admet que oui, bien qu'il doute de pouvoir gagner malgré ses efforts. Elle l'encourage, lui rappelant qu'il peut gagner s'il utilise pleinement le pouvoir des anneaux. Elle le rassure en disant que personne ne remettra en question les méthodes qu'il utilise, tant que Granart le reconnaît comme le roi des anneaux. Puisqu'il doit de toute façon collecter tous les anneaux, Néphritas insiste pour qu'il fasse ce qui lui semble juste. Tandis qu'elle continue ses tentatives subtilement suspectes pour le tenter, Satou la remercie et se lève pour partir, imperturbable et désintéressé par ses avances. Plus tard, Satou reprend l'entraînement avec Mars et exécute un mouvement puissant qui surprend Mars, qui le félicite pour sa nette amélioration. Excité, Satou demande s'il a maintenant une chance de vaincre Granart. Cependant, Mars le rabroue rapidement, lui disant franchement que c'est toujours impossible car il est aussi faible qu'une fillette de 3 ans, écrasant ainsi la nouvelle confiance de Satou. Mars explique à Satou que son mouvement précédent ne fonctionnera pas à moins qu'il ne puisse s'adapter au style de combat imprévisible de son adversaire. Il dit à Satou que lorsqu'il pourra reproduire ce mouvement en combat réel, il pourrait enfin toucher Granart. Mars ajoute que Satou a maintenant une chance sur 1 million de la vaincre, ce qui est mieux que rien, et lui conseille de compter sur la magie des anneaux pour avoir un avantage. Satou, cependant, insiste obstinément pour être vu comme un véritable Sigma mâle plutôt que comme quelqu'un qui dépend de béquilles magiques. Pendant ce temps, Sheem, observant de loin, surprend des filles chats en train de bavarder sur le fait que Granart semble apprécier Satou et lui a même offert son corps. Choqué, Sheem réalise plus tard qu'il faisait référence au moment où Granart a laissé Satou lui frotter le dos. Mais l'idée qu'il touche le corps de Granart la plonge dans une spirale d'embarras. Elle commence à imaginer qu'il lui attrape les fesses et devient troublée, mais décide finalement qu'elle devra peut-être arrêter d'essayer de garder Satou pour elle seule. Le lendemain, Satou défie à nouveau Granart et la foule applaudit alors qu'ils se préparent à se battre. Cependant, Sheem n'est pas ravie, sachant que gagner pourrait signifier qu'elle devra partager son homme avec une autre femme qui a plus de gâteaux qu'elle. Alors que le combat commence, un chevalier vaincu s'éloigne de l'arène, déplorant sa défaite et l'occasion manquée de devenir roi. Son destin change lorsqu'il tombe sur une bague noire inquiétante qui l'hypnotise. Sous son influence, il retourne dans l'arène, désormais marionnette du roi des abysses. Alors que Satou est en plein discours, le chevalier devenu serviteur des abysses attaque soudainement, choquant tout le monde. Granart bloque rapidement le coup, mais est pris au dépourvu lorsque le chevalier s'enflamme et invoque des monstres des abysses. Un monstre de feu se prépare à attaquer, mais une fille chatte l'élimine d'un seul coup, déclarant que les gens chats se sont préparés pour ce jour. Granart ordonne que le district soit détaché du reste de la ville en mouvement, s'assurant qu'aucun monstre ne puisse s'échapper. Pendant que tout le monde évacue l'arène, Granart saisit son épée, ravie de faire face à un véritable défi au lieu des faibles qu'elle a combattus. Elle charge le chevalier et porte un coup, mais son épée fond au contact, la choquant. Satou essaie d'aider en invoquant de la magie du vent pour éteindre les flammes, mais l'attaque rebondit et le projette contre un mur.
Frustré, il admet qu'il ne comprend pas encore pleinement la magie de l'anneau. Granart lui dit de lui laisser le combat, mais il demande comment elle compte gagner alors que son épée n'a même pas pu égratigner le chevalier plus tôt. Imperturbable, Granart insiste sur le fait qu'en tant que descendante des guerriers qui ont combattu aux côtés du roi Anneau ancien, c'est son devoir de le protéger, peu importe à quel point il semble impuissant. Ces mots embarrassent Satu, mais ravivant sa détermination. Satu propose un plan risqué pour attirer le chevalier de près et se concentrer entièrement sur l'extinction de ses flammes. Granart hésite, mais accepte après que Satu insiste sur le fait qu'il doit prouver qu'il n'est pas aussi faible qu'ils le pensent tous. En appelant le chevalier, Satu l'attire plus près avec les anneaux. Lorsqu'il attaque, il active la magie du vent à pleine puissance, éteignant avec succès les flammes. Granart saisit l'instant et porte un coup brutal, affaiblissant le chevalier. Satu active alors son sabre laser et charge, portant un coup final qui retire l'anneau noir de la main du chevalier, le libérant du contrôle du roi des abysses. Granart, impressionné, admet qu'elle l'a sous-estimé et, malgré son manque de force, le reconnaît comme son mari, choquant Satu. Satu, refusant d'accepter la reconnaissance de Granart par pitié, rejette son offre et la défie à un autre combat. Alors que le match commence, Granart le charge avec une vitesse incroyable, rendant difficile sa réaction. Haim, frustré, pense que Satu est insensé de refuser l'anneau alors que Granart était prêt à le donner. Cependant, Néphritis l'encourage à l'encourager, exprimant sa conviction que Satu se bat pour elle, surprenant Haim. Granart exhorte Satu à utiliser le pouvoir des anneaux, mais il refuse, déclarant que la magie de l'anneau est une force empruntée aux princesses, pas la sienne. Il explique que même s'il gagne en utilisant les anneaux, cela le ferait toujours se sentir indigne devant sa bien-aimée. Il déclare qu'il veut se battre pour avoir l'air cool pour sa femme la plus moche, choquant Haim, qui l'encourage instantanément en promettant bruyamment de le laisser surpasser le meilleur BG que vous ayez vu auparavant s'il gagne. Ce commentaire inattendu choque tout le monde, mais Satu, toujours l'idiot cultivé, sourit et prend sa position de combat. Soudain, Satu se retrouve dans un autre royaume et entend une voix étrange qu'il identifie comme l'une des bagues lui parlant. La voix propose d'aider en lisant le prochain mouvement de Granart et lui demande de se concentrer entièrement sur ses instructions pour réagir plus vite. Satu hésite, pensant qu'il dépend encore d'une puissance extérieure, mais la voix lui assure que ce n'est pas une force empruntée, mais une opportunité qu'il a gagnée grâce à sa détermination. Encouragé, Satu reprend sa position alors que Granart charge à nouveau. Granart se déplace rapidement, sautant dans les airs pour attaquer avant que Satu ne puisse réagir pleinement. La voix de l'anneau l'alerte de sa position au-dessus et il contre rapidement avec un coup puissant en plein vol, en voyant Granart s'écraser au sol. Stupéfaite, Granart réalise qu'elle a été vaincue pour la première fois. Alors que Satu reste incrédule, Granart se jette soudainement sur lui et l'embrasse passionnément, le reconnaissant comme la première personne à l'avoir vaincu. Elle lui donne l'anneau de feu, le reconnaissant officiellement comme le roi de l'anneau. Alors que Satu est encore en train de comprendre ce qui vient de se passer, Granart demande audacieusement qu'il veuille voir son joystick, le choquant. Cependant, Satu, gardant son calme en tant que mâle alpha, refuse et déclare malicieusement « Je mérite de goûter ma viande d'abord », laissant Granart déconcerté et la foule stupéfaite. Plus tard dans la nuit, Satu et Haim se préparent à être applaudis, mais Satu ne peut pas tenir plus de 2 secondes. Alors il s'endort avant que quoi que ce soit ne se passe à cause de son épuisement dû à l'utilisation du pouvoir de l'anneau. Le lendemain matin, il se réveille confus et se demande quand il s'est endormi. Haim prétend qu'elle chevauche son joystick toute la nuit, le choquant car il ne se souvient de rien. Néphritis apparaît soudainement, révélant que rien ne s'est passé et déclarant que c'est son tour ensuite, seulement pour que Granart apparaisse derrière elle avec une expression narquoise. Ce soir-là, Granart organise un banquet pour célébrer Satu en tant que roi de l'anneau, et le félicite de l'avoir fait le reconnaître plutôt que d'abandonner comme un lâche. Haim devient jalouse et se saoule, surprenant Satu qui la ramène dans sa chambre. Elle le saisit, demandant des assurances, et il lui dit qu'il était reconnaissant pour ses encouragements pendant le combat, mais qu'il veut attendre de retourner dans son monde avant de se cultiver, car celui-ci lui semble trop étrange. Haim insiste pour le récompenser pour son dur labeur et propose de faire tout ce qu'il veut, le surprenant. Satu, prenant une chance, dit qu'il aimerait jouer avec ses melons. Alors qu'il commence, Néphritis et Granart révèlent soudain qu'elles regardaient, les choquant. Granart se moque d'eux pour être si lent et bondit sur Satu pour prendre son tour. Mais Néphritis et Haim interviennent, la frappant pour préserver la pureté de Satu, le laissant encore plus troublé. Ensuite, le groupe se dirige vers le pays de l'eau, et Satu est émerveillé par l'animation de la ville. Il réalise rapidement que Mars n'est plus avec eux, et Alabaster explique qu'il est parti en avance pour d'autres affaires. Cela rappelle à Satu à quel point Mars semblait impatient de visiter le pays de l'eau. Alors que Satu réfléchit, une jeune fille étrange court vers lui avec des fleurs, demandant avec excitation s'il est le roi des anneaux.
Lorsqu'il confirme, elle rayonne d'excitation, se déclarant une grande fan, ce qui l'amuse. Elle lui tend les fleurs, mais alors qu'il les prend, elle l'embrasse soudainement. La 4e bague apparaît instantanément à son doigt, le choquant. Elle se moque de lui, affirmant qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il est un imbécile qui s'éprend des femmes, le laissant stupéfait. Elle se présente ensuite comme Saphir, la Vierge de l'Anneau de l'eau, et déclare audacieusement qu'elle vient de faire de lui son mari. Satu, surpris par son audace, demande à Alabaster si c'est même permis. Alabaster confirme que oui et remercie même Saphir pour sa coopération rapide. Saphir jette un coup d'œil aux autres princesses des anneaux et leur dit avec dédain de faire ce qu'elles veulent, doutant qu'elles forment de toute façon des liens profonds. Se tournant vers Satu, elle déclare qu'en tant que son mari, il est maintenant le roi du pays de l'eau et doit le gouverner paisiblement. Elle le surprend ensuite en lui demandant de la suivre pour utiliser son pouvoir. Confus, Satu demande ce qui se passe, et Saphir répond brusquement que si rien n'est fait, sa nation périra, le laissant sous le choc. Un soldat en colère et échevelé s'approche de Saphir, exigeant qu'elle retourne au palais. L'ignorant, elle étreint Satu et le déclare son mari, Binin, qu'elle vient d'épouser. Le soldat, irrité, ordonne à tous de venir au palais. En chemin, le groupe commence à parler et Satu réalise qu'ils sont dans la nation de Mars. Saphir explique que l'Empire Jesus, le royaume de Mars, est la plus grande nation de l'humanité, étendant son influence en forgeant des alliances avec de nombreuses autres nations. Cette révélation choque Satu lorsqu'il apprend que le soldat fatigué et grincheux est Sluder, le frère aîné de Mars et le premier prince de Jesus. Alabaster explique en outre que Sluder exécute les ordres de l'empereur en prenant le contrôle d'autres nations, prouvant ainsi sa capacité de leadership tout en épargnant les nations porteuses d'anneaux. Satu demande si l'Empire est maléfique et Saphir soutient cette affirmation, les accusant d'utiliser le prétexte de protéger les nations des monstres de l'abîme comme couverture pour la domination. Granart, cependant, soutient que l'Empire unit les gens pour s'opposer à la résurrection du roi de l'abîme. Impressionné par les connaissances de Granart, Satu écoute, mais Saphir la traite avec mépris d'animal insignifiant prétendant être sage, ce qui met Granart en colère. Lorsqu'ils arrivent au palais et descendent du char, ils entendent un bruit étrange. Saphir l'identifie rapidement comme une attaque de monstre, disant que la prédiction de l'oracle était encore une fois correcte. Un monstre terrifiant apparaît soudainement, choquant tout le monde. Il lance immédiatement ses pattes sur Satu, mais il active l'anneau de feu, déclenchant un immense brasier qui repousse le monstre. Il utilise ensuite l'anneau de lumière pour renforcer son épée, portant un coup décisif qui coupe la créature en deux. Saphir est stupéfaite par la démonstration de la puissance de l'anneau, et Sluder, ayant assisté à la bataille, réalise que les légendes entourant les anneaux ne sont pas de simples contes de fées, après tout. Suite à cela, Saphir emmène Satu auprès de son père pour le présenter comme le roi des anneaux et le déclarer son mari, défiant ainsi les plans de son père de retenir l'anneau d'eau du roi des anneaux. Sluder l'avertit d'arrêter d'agir comme une idiote, soulignant qu'une armée de monstres approche déjà de la nation. Le père de Saphir commence soudainement à se lamenter comme un enfant, déplorant que sa fille ait remis l'anneau au roi des anneaux, comme l'oracle l'avait prédit. Il affirme de manière dramatique que cet acte a condamné la nation à un désastre encore plus grand. Devenant de plus en plus hystérique, il déclare que le roi des anneaux n'aurait jamais dû venir, ce qui pousse l'oracle à l'escorter pour éviter qu'il ne se ridiculise davantage. Satu, confuse, demande à Saphir si la femme étrange est sa mère, ce qui l'agace. Elle explique que la femme est l'oracle du palais, qui a tellement influencé son père qu'il est devenu le fou qu'il voit maintenant, bien loin du roi sage qu'il était autrefois. Alors qu'il traverse le palais, il rencontre une femme en colère accusant Saphir d'avoir rompu leur serment de remplir le devoir de la princesse de l'anneau. Saphir s'excuse et la présente comme Saphira, sa sœur jumelle, ce qui choque Satu. Saphira critique immédiatement Saphir pour avoir épousé un homme aussi peu attirant que Satu, ce qui nuit profondément à sa confiance. Granart intervient, reconnaissant la victoire de Satu sur elle, mais remettant en question sa fiabilité en tant que guerrier, le dégonflant encore plus. Néphritis assène le coup final en disant qu'elle ne peut pas commenter son apparence, car, en tant qu'elfe, elle ne comprend pas l'esthétique humaine. Saphir rassure sa sœur qu'elle n'a plus besoin d'épouser le roi de l'anneau, donc elle ne devrait pas s'inquiéter de son apparence. À ce moment-là, Mars s'avance, interpellant Saphira. Il lui rappelle la promesse qu'il lui a faite il y a longtemps, mais Saphira l'interrompt, disant qu'elle ne veut pas entendre sa voix et s'en va furieuse. Saphir se moque de Mars, le traitant d'inutile et le faisant se sentir mal. Malgré cela, il suit rapidement Saphira. Satu, surpris par la scène, réalise que c'est pour cette raison que Mars était si impatient de visiter le pays de l'eau. Saphir confirme que Mars et Saphira s'étaient autrefois juré leur amour et commence à raconter leur histoire. Il y a longtemps, l'Empire Aziz cherchait à s'étendre au-delà de ses territoires humains et a envahi le pays de l'eau. Lorsqu'ils ont échoué à le conquérir par la force, ils se sont tournés vers la diplomatie, envoyant Mars vivre parmi le peuple.
Mars et Saphira se sont rapprochés pendant son séjour là-bas, et malgré sa mission d'espionnage sur le territoire, Mars a abandonné sa mission par amour pour elle. Lorsque Mars a été rappelé à l'Empire, il a promis à Saphira qu'il reviendrait pour elle. Des mois plus tard, il lui a envoyé une lettre expliquant qu'il était ordonné par l'Empereur de devenir le roi des anneaux, et qu'il prévoyait d'utiliser cette position pour se réunir avec elle. Cependant, Mars a finalement abandonné son rôle de roi de l'anneau, confiant la responsabilité à un étranger venu d'un autre monde. De retour au présent, Mars retrouve Saphira et lui avoue que ses sentiments pour elle ont changé, bien qu'ils tiennent toujours profondément à elle. Saphira lui demande froidement pourquoi il n'est pas devenu le roi des anneaux comme promis, et Mars admet qu'il ne se sentait pas digne. En entendant cela, elle lui dit qu'elle ne le comprend plus et s'éloigne, le laissant dévasté à genoux. Revenons à l'histoire. Peu de temps après que Mars ait abandonné le rôle de roi de l'anneau, l'oracle est apparu. Initialement rejeté comme une imposture, ses prédictions ont commencé à se réaliser, notamment lorsqu'elles ont aidé à repousser les monstres. Son exactitude a gagné la confiance du roi et il l'a placé à ses côtés, bien que cela l'ait finalement transformé en l'ombre de lui-même. Satu, méfiante envers l'oracle, demande à Saphir si elle pense que l'Empire l'a envoyé. Saphir convient qu'il pourrait y avoir un lien et jure de la démasquer. Pendant ce temps, l'oracle, furieuse d'avoir été déjouée par Saphir, ordonne à des assassins d'éliminer le roi des anneaux et de lui voler les anneaux. À minuit, les assassins s'infiltrent dans le pavillon de Satu pour le trouver vivant comme Dan Bilzerian. Cependant, il remarque rapidement quelque chose d'étrange. La fille chat a disparu. Elle apparaît soudainement derrière eux et neutralise rapidement le groupe, démontrant qu'ils ne sont pas assez compétents pour le travail. En inspectant leur corps inconscient, Granart est surprise de découvrir qu'ils sont humains. Avant qu'elle ne puisse agir davantage, l'un des assassins déclenche une bombe à gaz, leur permettant de s'échapper. Granart commence à se demander si ces assassins sont vraiment des serviteurs de l'empereur. Le lendemain, tandis que Satu et son équipe se dirigent vers une zone de bronzage, un assassin tente de lui tirer une flèche. Alabaster l'intercepte rapidement avec sa magie, évitant ainsi tout dommage. Plus tard, à la plage, Satu et Nefritas s'amusent dans l'eau tandis que Granart commence à agir de manière suspecte, essayant de séduire Satu avec sa danse. Mais il lui dit fermement qu'il y a un ordre pour les satisfaire. Haim remarque la situation de loin et se précipite, déclarant qu'elle devrait être la première. Pendant ce temps, Nefritas dit à Satu qu'elle ne se soucie pas d'être la première ou la dernière tant qu'elle obtient sa part de son. Saphir, dégoûté par leur pitrerie, les traite tous d'idiots pour leur comportement immature et propose une compétition de natation pour déterminer qui ira en premier. Granart, cependant, refuse, admettant qu'elle a peur de l'eau. Pendant que les autres filles continuent de se chamailler, Saphir conseille à Satu de rester vigilant et de ne pas baisser sa garde, avertissant que l'oracle n'a pas encore abandonné. Plus tard, Satu parle avec Mars et demande pourquoi il a renoncé au rôle de roi des anneaux, surtout si cela signifiait renoncer à la chance d'épouser Saphira. Mars admet que le fardeau était trop lourd pour lui, mais Satu n'est pas convaincu, disant que se marier avec Saphira aurait dû être une motivation suffisante. Mars révèle alors qu'il ne pouvait pas supporter que ses ambitions entravent le bonheur de Haim quand il a vu à quel point elle était ravie d'être réunie avec celui qu'elle aimait vraiment. Ces mots choquent Satu, lui faisant réaliser la profondeur du sacrifice de Mars. Plus tard dans la nuit, Mars rencontre son frère, Sluder, le suppliant de reconsidérer ses plans contre le pays de l'eau. Sluder le rejette, félicitant Mars pour avoir gagné la confiance du roi des anneaux et lui ordonnant de continuer à faire des rapports à l'Empire. Découragé, Mars s'en va et rencontre l'oracle qui lui ordonne de voler les anneaux. Elle révèle qu'une armée de monstres attaquera dans 3 jours et dit à Mars de profiter du chaos pour assassiner Satu, affirmant que c'est sa chance de corriger les échecs passés et de gagner le pardon de son père. Mars remet en question son identité, soupçonnant qu'elle est une espionne impériale, mais elle le nie, disant que ses prédictions se réalisent toujours. Elle le manipule davantage, insistant sur le fait que Satu est un étranger inadapté à ce monde et que Mars était le véritable roi des anneaux. Elle lui donne une épée ancienne qui peut annuler la magie et lui assure qu'elle le rendra invincible. Mars passe la nuit à réfléchir à la déception de son père de le voir qualifié d'échec. Il tombe sur Saphira se baignant en plein air et admire sa beauté, mais elle s'enfuit, gênée par sa présence. Se sentant encore plus abattue, Mars serre l'épée. Lorsqu'elle brille, sa gemme l'hypnotise, endurcissant son cœur. Il décide de suivre les ordres de l'oracle, croyant que c'est sa seule voie à suivre. 2 jours plus tard, dans la salle du palais, Sluder informe l'armée, disant à Satu que ses pouvoirs ne seront pas encore nécessaires pour éviter de perturber la coordination. Se sentant inutile, Satu attend dehors, où Haim l'embrasse pour lui porter chance, le mettant mal à l'aise. Granart se joint à eux, affirmant que c'est son droit en tant qu'épouse, tandis que Nefritas lui donne timidement un baiser, rendant Haim jaloux. Saphir, agacé, les traite d'immatures, mais Alabaster les défend, disant que leur lien renforce le pouvoir du roi de l'anneau.
Pendant ce temps, Mars est en proie à un conflit intérieur, déchiré entre ses ordres et ses émotions. Sur le champ de bataille, les soldats combattent des monstres sous le commandement de Sluder, mais un monstre géant est aperçu se dirigeant vers le palais. Sluder refuse de détourner les troupes, insistant sur le fait que le palais se débrouillera. Au palais, le monstre apparaît et les femmes se retirent à l'intérieur, laissant Satu, Alabaster et Mars pour l'affronter. Soudain, Mars attaque Satu, mais Alabaster le sauve juste à temps. Satu essaie de raisonner avec Mars, qui révèle son devoir de prendre les anneaux pour l'Empire. Alabaster avertit que Mars est contrôlé, mais Satu refuse de riposter, essayant toujours de le raisonner. Lorsque Satu tente d'utiliser la magie de l'anneau, Mars la dévie avec une épée de distorsion. La bague conseille à Satu d'utiliser une puissance écrasante pour détruire Mars, mais Satu refuse, ne voulant pas le tuer. En observant l'hésitation de Mars, Satu réalise que Mars se retient, ce qui lui donne l'espoir de pouvoir encore l'atteindre. Dans le palais, les princesses de l'anneau se précipitent pour voir Mars combattre Satu. Mars porte un coup mineur, révélant qu'il se retient. Satu le qualifie de gentil et refuse de se battre, l'encourageant à rejoindre la mission du roi des anneaux. Les anneaux guident Satu pour détruire le joyau sur l'épée de Mars, le libérant de l'influence de l'oracle. Enragé, l'oracle invoque un monstre gigantesque qui capture Saphira. Mars lui propose en défi, distrayant l'oracle suffisamment longtemps pour que Satu libère Saphira. Saphir active l'anneau de l'eau, se transformant en dragon et vainc le monstre. Vaincu, l'oracle disparaît. De retour au palais, le roi rajeuni remercie tout le monde et approuve le mariage de Mars et Saphira, laissant Haim jaloux. Sluder retourne à l'Empire, jurant de découvrir les liens de l'oracle avec les monstres. Pendant ce temps, l'oracle rencontre l'empereur, qui rejette son contrôle et déclare la domination de l'humanité sur les dieux et les monstres. Au palais, Satu est submergé, alors que les princesses de l'anneau se battent pour attirer son attention. Saphir, agacée, plaisante sur l'utilisation de son jouet rose, mais Néphritis leur rappelle leur lien avec Satu, laissant tout le monde dans une compétition gênante, entouré par les princesses de l'anneau. Cependant, réalisant qu'il ne peut pas répondre aux attentes de 4 femmes en une nuit, il essaie de s'en sortir en affirmant que Haim est la seule femme pour lui. Néphritis accepte humblement d'être une pensée secondaire comme une vraie reine. Granard est d'accord tant qu'elle obtient sa part d'attention, et Saphir dit qu'elle est d'accord tant qu'il la traite comme une perceuse. Submergé par leur enthousiasme, remarquant sa frustration, Granard commence à pleurer et à le culpabiliser pour les avoir négligés. Mais quand cela échoue, elle se jette audacieusement sur lui, oubliant toute notion de consentement. Satu entend soudain une voix mystérieuse se moquer de lui pour hésiter, alors qu'il vit les rêves de quelqu'un comme lui. Il exige de connaître l'identité de la voix, mais avant d'obtenir une réponse, il se réveille pour se retrouver toujours entouré des princesses. En regardant Haim dormir à côté de lui, Satu craint qu'elle ne le quitte pour un rappeur SoundCloud s'il ne la traite pas bien. Il la réveille et suggère qu'ils sortent pour changer. Haim, surprise, écoute tandis que Satu explique qu'ils sont restés coincés dans le palais et qu'ils devraient le faire dans les buissons. Avant que Haim ne puisse répondre, Néphritis se porte volontaire avec enthousiasme, mais Satu la rabroue, lui disant de se contenter de son oreiller, la laissant le cœur brisé. Saphir intervient, insistant pour que Satu reste à l'intérieur pour récupérer ses forces en tant que roi de l'anneau. Granard intervient finalement, disant à Néphritis de laisser Haim et Satu avoir leur moment, et promettant de lui montrer plus tard le pouvoir de 2 doigts et d'une langue. Avec la situation désamorcée, Haim va se rafraîchir. Satu demande de l'argent à Alabaster, ce qui pousse le vieil homme à le taquiner sur sa préparation pour des aventures. Agacé, Satu lui dit d'arrêter de parler comme son oncle cultivé. Alors qu'Alabaster remet l'argent, Haim entre, ayant toujours l'air aussi démuni. Alabaster plaisante à nouveau sur le fait que ce monde n'est pas le Japon et que les gens ont des bébés tôt ici. Ignorant ces remarques, Satu et Haim partent pour leur rendez-vous, seulement pour être suivis de près par Granard, Néphritis et Saphir, qui sont déterminés à ne pas laisser Haim le monopoliser. Granard déclare qu'en tant que communiste, la viande de Satu devrait être partagée équitablement. Pendant le rendez-vous, les habitants PNJ traitent Satu comme une célébrité. Certains sont impressionnés et d'autres perplexes face à son attrait. Haim remarque que cela ressemble plus à une séance de dédicace qu'à un rendez-vous, mais cela ne la dérange pas tant que Satu est heureux. En mangeant au restaurant, Haim admire l'enthousiasme de Satu pour sa nourriture, imaginant secrètement son visage comme son coussin de siège. Pendant ce temps, les autres princesses observent de loin, avec Néphritis exprimant sa tristesse face à l'affection de Satu pour Haim. Granard l'encourage à perturber les choses pour que Haim ne garde pas Satu pour elle seule. Après le dîner, Satu et Haim se promènent jusqu'à un étang connu comme un lieu romantique. En regardant les couples s'embrasser, Satu hésite à faire un geste, mais ses nerfs prennent le dessus. Il dit à Haim qu'il ne peut pas être indécent en public par respect pour son éducation, décevant les princesses qui les espionnent.
Réalisant qu'elles ne verront rien de croustillant, les princesses partent frustrées. Alors que leur rendez-vous se termine, Satu emmène Haim sur une colline pour profiter de la vue. Haim sourit et lui dit qu'il est toujours son héros, même s'il ne fait pas de piège à soif. Satu admet alors qu'il voulait ce rendez-vous parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas fait de choses normales de couple. Haim le remercie, mais insiste sur le fait que c'est injuste pour les autres princesses qui attendent son attention. Frustrée, Satu déclare qu'elle est sa numéro 1. Mais Haim explique doucement que les autres princesses font de leur mieux pour le soutenir en tant que roi de l'anneau. Réalisant son altruisme, Satu l'embrasse passionnément pour montrer qu'il ne veut qu'elle, la laissant ravie. Haim, rougissante, lui dit qu'elle ne veut pas que la nuit se termine tout de suite. Sortie de nulle part, l'entrée d'un Love Hotel s'ouvre et une vieille sorcière suggère sournoisement au couple de se reposer à l'intérieur. Satu se prépare à passer à l'action, mais Haim se dégonfle, prétendant qu'elle veut se déguiser en Mummy Milkers. Le lendemain, Alabaster informe le groupe qu'il est temps de faire ses bagages et de monter dans le carrosse Scooby. Saphir dit au revoir à Saphira, promettant de prendre soin de Satu en son absence. À l'intérieur de la calèche, Alabaster annonce que leur prochaine destination est le pays de la Terre, autrefois habité par des nains qui ont presque été exterminés lors de la bataille entre le roi de l'anneau et le roi de l'abîme. En arrivant dans la région montagneuse 3 jours plus tard, l'excitation de Satu diminue alors qu'il se plaint de vagabonder sans but dans les montagnes. Il avertit tout le monde de faire attention à leurs pas pour éviter de tomber dans un énorme trou à proximité. Les filles regardent à l'intérieur et aperçoivent des restes de monstres, ce qui pousse Alabaster à expliquer que cette zone, la Grande Muraille Creuse, était un champ de bataille majeur à l'époque du roi des Abysses. Granar revient après avoir exploré en avant et confirme que le chemin est dégagé. Satu suggère avec confiance d'utiliser des transformations de dragons pour vaincre les monstres qu'il rencontre, mais Saphir rétorque en expliquant à quel point c'est épuisant. Réalisant leur ignorance quant à l'effort requis, Saphir réprimande le groupe pour leur manque d'entraînement. Mars suggère qu'ils se reposent pour la journée, reconnaissant leur manque collectif de bon sens. Au camp, Satu s'assoit avec Alabaster et demande en plaisantant s'il est vraiment un sage, ou juste un homme louche avec un van rempli de bonbons. Il avoue se sentir comme un troisième roue dans la dynamique polyamoureuse, non apprécié et sans but. Alabaster lui rappelle sagement que le monde est vaste et que tout le monde ne comptera pas sur lui. Mal interprétant cela, Satu déclare que les anneaux sont inutiles. Se ravisant, Alabaster avertit du pouvoir incommensurable du roi des abysses et de la nécessité des anneaux pour le combattre. Satu comprend enfin son rôle et décide d'augmenter ses points Sigma. Alabaster soupire, réfléchissant à des temps plus simples. Le lendemain, ils atteignent Tedanin, la capitale en ruine du pays de la Terre. Satu s'émerveille devant la destruction, ce qui pousse Alabaster à raconter comment les attaques incessantes du roi des abysses ont conduit les nains à presque disparaître. Alors qu'ils cherchent l'anneau de la Terre, Saphir suggère paresseusement qu'elle se reposera pendant qu'ils explorent. Granart lui rappelle le domaine proche du roi de l'abîme, mais Saphir écarte ses préoccupations. Le groupe découvre ce qui ressemble à une salle du trône, où Satu panique en apercevant une figure humanoïde inanimée. Alabaster le calme, expliquant qu'il s'agit d'une unité de sorciers, un dispositif fabriqué par les nains alimenté par la magie. Nefritas ajoute que les nains ont créé de nombreuses inventions magiques. Satu se demande à voix haute comment une race aussi avancée a pu disparaître, et le mystère du sort des nains persiste alors que le groupe s'enfonce plus profondément dans les ruines. Soudain, l'unité de sorciers s'active et attaque le groupe. Tout en esquivant ses coups, Alabaster réalise qu'il est contrôlé par le roi des abysses. Avec une explosion de magie, il piège Satu derrière une barrière magique, ignorant les autres. Seul, le pantin délivre le message du roi des abysses, exhortant Satu à abandonner son combat car il est un étranger. Satu déclare sa loyauté à Haim et à son monde, jurant de le protéger. Alabaster brise la barrière, permettant à Haim d'embrasser Satu et de renforcer sa magie, qu'il utilise pour vaincre le sorcier. Ensuite, Nefritas se demande si les nains les détestaient. Alabaster explique que les mots de la marionnette ont été corrompus par les ténèbres. Soudain, les anneaux noirs disparaissent des mains d'Alabaster, signalant la résurrection du roi des abysses. Avant qu'il ne puisse se détendre, une horde de monstres abyssaux apparaît. Saphir, incapable de se transformer sans eau à proximité, laisse le groupe sans option. Alabaster dit à Satu de se préparer au combat. Mais après un combat faible, le groupe essaie de s'échapper, seulement pour réaliser qu'ils sont piégés, car le roi de l'abîme est complètement ressuscité. Alabaster, abattu, dit à Satu qu'ils ont besoin des 5 anneaux pour accéder à la pleine puissance du roi des anneaux. Satu essaie de le motiver, mais Alabaster avertit que le roi des abysses ne les laissera pas réussir facilement. En ouvrant un portail, Alabaster ordonne à Satu d'emmener les princesses en sécurité. Malgré les supplications de Satu, Alabaster reste pour fermer le portail, disant à Satu de laisser les princesses vivre de manière indépendante. Le portail disparaît, laissant Alabaster et Mars derrière pour affronter les monstres. Avant de combattre, Alabaster s'excuse, mais Mars dit que c'est un honneur de se tenir à ses côtés. De retour dans leur monde, Satu et Haim emmènent les fées faire du shopping. Nefritas, Granar et Saphir essaient des vêtements à la mode, décidant que le shopping est mieux que de sauver le monde.
Alors qu'ils admirent leur tenue, Satu surprend des PNJ bavardant sur les cornes de Saphir et les oreilles de Néphritas, craignant que cela ne lui donne une mauvaise image. Cependant, il est distrait par Haim riant des vêtements, réalisant qu'elle est passée à autre chose après Alabaster étonnamment vite. Plus tard, dans un restaurant, Saphir suggère de trouver un moyen de retourner dans leur monde. Granart propose de chercher des zones plus proches de leur réalité. Malgré une journée de recherche, ils ne trouvent aucune piste. Après le bain, les filles retournent dans leur chambre, laissant Haim et Satu seuls. Satu demande quel type de saveur tu achètes. Granart explique plus tard que lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé une lettre d'Alabaster dans sa chambre. La note détaillait comment il lui avait laissé une maison et de l'argent au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Alors que Haim pleure sur l'épaule de Satu, il se demande maladroitement quand il serait approprié de lui demander quelque chose d'inapproprié. Le lendemain, Satu et Haim retournent à l'école. Les amis de Satu lui demandent ce qu'il a fait, mais comme il ne peut pas vraiment leur parler de sa nouvelle vie remplie de gâteaux, il rit nerveusement pour esquiver la question. Au fil du temps, les princesses s'adaptent à leur nouvelle maison. Néphritas étudie le monde de Satu. Granart se lie avec les chats tout en complotant pour dominer le monde, et Saphir reste principalement dans son coin. Cependant, Satu est accablé par la culpabilité et visite fréquemment l'endroit où le portail les a déposés. Un jour, Haim le suit dans la forêt et lui demande pourquoi il continue de venir là. Frustré, Satu admet qu'il craint que les princesses ne tombent dans le désespoir à cause du mal du pays. Haim lui rappelle le souhait d'Alabaster qu'il leur offre une bonne vie. Agacé, Satu la repousse, tenté de dire « Tu ne peux pas faire d'une épouse ». Mais avant qu'il ne puisse le faire, une lumière aveuglante les interrompt. La porte du sanctuaire s'ouvre et une fille à l'apparence étrange apparaît, se présentant comme la protectrice de l'anneau de terre, Amber Adanon. Lorsqu'elle voit Haim collé contre Satu, elle se retourne pour partir, mais Satu l'arrête, exigeant une explication. Amber révèle qu'elle est un vaisseau créé pour contenir l'anneau de la Terre après la guerre avec le roi des Abysses, expliquant que les quelques nains restants manquaient de nombre pour reconstruire leur population. Amber, une réplique de la princesse naine, a été envoyée dans le monde de Satu pour protéger l'anneau. Elle dit à Satu qu'elle l'a attendu pendant des siècles et va pour le serrer dans ses bras. Mais Haim lui crie d'arrêter, déclarant qu'ils ne veulent plus sauver leur monde du roi des Abysses. Déçue, Amber se tourne pour partir, mais pas avant de dire à Satu qu'elle l'attendra s'il change d'avis. Le lendemain, Granart se plaint à Satu de son sous-sol poussiéreux et exige un nouvel appartement. Satu l'ignore, disant qu'il n'a pas le temps de jouer le boss final pour elle ou qui que ce soit d'autre. Essayant de changer de sujet, Satu commence à mentionner Amber, mais Haim l'interrompt, exigeant une conversation privée. Seule, elle l'avertit d'oublier la princesse confuse sur son genre et lui rappelle qu'il est de toute façon trop faible pour vaincre le roi des Abysses. Elle propose plutôt qu'ils sortent tous pour manger des ailes de poulet épicées afin de se remonter le moral. Plus tard, Satu se promène et tombe sur Amber, qui révèle qu'elle s'est fait passer pour tante Karen pour se fondre dans la masse. En marchant, Amber s'arrête à un étal de fruits et partage comment la famille du vendeur de fruits a pris soin de son sanctuaire pendant des années. Ce soir-là, Amber va droit au but et dit à Satu qu'elle peut le téléporter de retour à Arnis. Lorsqu'elle revient le lendemain, Amber demande s'il est prêt à retourner ou si elle doit se contenter de faire des TikTok gênants. Satu admet qu'il est incertain parce que Haim ne croit pas en lui. Amber, imperturbable, fait l'éloge des maîtresses et lui assure que le pouvoir des anneaux est absolu, promettant de veiller sur lui quel que soit son choix. Déterminé, Satu décide finalement de retourner à Arnis. Après quelques échanges de baisers avec Amber pour sceller le contrat, il reçoit l'anneau de terre et rentre chez lui. Mais Satu déclare sa décision de retourner à Arnis. Haim s'y oppose, disant qu'elle veut rester dans ce monde et fonder une famille. Frustrée, Satu demande si être une princesse des anneaux ne signifie rien pour elle. Il la convainc de prendre la responsabilité de sauver Arnis ensemble. Impressionné, Haim propose de célébrer, mais Amber les interrompt, leur rappelant que ce n'est pas le moment pour des distractions. Granart fait irruption, emportant Néphritas et Saphir, révélant qu'elle connaissait déjà leur plan. Haim s'excuse de l'avoir tenu dans l'ignorance, mais Granart s'en moque, disant qu'ils ont des problèmes plus importants. Avec cela, le groupe se téléporte de retour à Arnis, atterrissant dans les ruines du palais d'Adanon. Amber regarde autour d'elle avec désespoir ce qui était autrefois sa maison. Granart avertit tout le monde de rester vigilant car elle sent du sang. Utilisant sa lumière intégrée, Amber éclaire la zone, révélant des milliers de cadavres, monstres et humains confondus. Granart remarque solennellement que personne n'est resté pour enterrer les morts, laissant Satu et les autres se demander si Arnis est déjà au-delà du salut. Les oreilles de Granart frémissent et elle se précipite soudainement vers une colline. Le groupe suit, découvrant un bataillon de soldats impériaux combattant d'énormes monstres noirs. Soulagé de voir des survivants, Satu se prépare à l'action alors que ses anneaux commencent à briller. À travers le champ de bataille, le roi de l'abîme utilise ses anneaux noirs pour anéantir les soldats. Amber conseille à Satu de faire une attaque furtive pour prendre l'avantage.
Propulsé par l'appel inquiet de Haim, Satu se lance dans la bataille, libérant de puissantes attaques d'anneaux pour affaiblir les forces du roi de l'abîme. Après avoir nettoyé le champ, Satu affronte le roi de l'abîme en tête-à-tête. Alors que leur affrontement commence, les anneaux s'unissent en un puissant artefact unique, irradiant une puissance immense. Avec cette nouvelle force, Satu anéantit les créations monstrueuses du roi des abysses. Cependant, après s'être épuisé, Satu s'effondre, haletant. De loin, les princesses des anneaux demandent à Granart s'il a gagné. Son expression sombre dit le contraire, choquant tout le monde, y compris la voix des anneaux, qui était certaine de la victoire de Satu. Le roi de l'abîme se moque de Satu en le qualifiant de marionnette ignorante. Granart, refusant de rester les bras croisés, mène les princesses pour protéger Satu. Juste au moment où le roi de l'abîme se prépare à le dévorer, les princesses interviennent. Envieux du soutien de Satu, le roi de l'abîme crée d'énormes gobelins pour les attaquer. Avant que les gobelins ne puissent frapper, Satu s'évanouit, perdu dans des souvenirs oniriques de son temps avec Haim et les autres. Les souvenirs se brisent alors que sa vie commence à s'échapper. Soudain, Satu se réveille, accueilli par Alabaster. Au début, il croit être dans l'au-delà, mais le sage révèle qu'ils sont tous vivants. Alabaster explique qu'au dernier moment, Smaragdi, la femme elfe, l'a sauvé lui et Mars. Smaragdi admet qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire pendant qu'Alabaster était en danger. Le groupe apprend que Mars est également en sécurité et combat à proximité. Faiblement, Satu s'excuse de ne pas avoir réussi à vaincre le roi des abysses. Alabaster le rassure en disant que le roi des abysses s'est retiré avec ses monstres, ce qui signifie que Satu a réussi à le blesser. Encouragé par la nouvelle, Satu retrouve un peu d'espoir. En arrivant dans un village voisin, le groupe est chaleureusement accueilli par des civils ravis de voir le retour du roi des anneaux. Saphir confronte Alabaster à propos de leur échec à vaincre le roi des abysses et Satu se joint à la discussion, remettant en question sa propre force. Alabaster admet que les anneaux noirs ne faisaient pas partie des légendes originales et suggère que Satu doit approfondir ses liens avec les princesses pour libérer leur plein pouvoir. Mars arrive, heureux de voir Satu vivant, tandis qu'Alabaster explique que les princesses doivent combattre aux côtés de Satu comme dans les légendes. Granart souligne que bien qu'elle, Amber et Saphir soient prêtes, Nefritas et Haim sont désespérés en combat. Alabaster annonce un programme d'entraînement pour les préparer. Le jour suivant, Alabaster présente leur nouveau coach, Morian, sa sœur cadette, qui arrive prête à remettre les princesses en forme. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, dites-moi dans les commentaires, combien de princesses auriez-vous besoin pour devenir puissant? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous et suivez les autres animes sur la chaîne.